Bonsoir, bonsoir à toutes et à toutes qui êtes avec nous à la Cité Fertile aujourd'hui. Bonsoir aussi à Twitch et à tous les viewers qui sont avec nous ailleurs en France ou dans le monde. Et bienvenue à cette table ronde, Mademoiselle écrit le futur, deuxième du nom, puisque juste avant il y avait la table ronde d'Aaron, comment élève-t-on des graines de féministes. Aujourd'hui on va regarder encore plus loin dans le futur, encore plus loin que la parentalité, pour vraiment rêver à des utopies féministes. Pour ma part, je suis Mimi Hegel, je suis la rédactrice en chef de Mademoiselle depuis où je travaille maintenant depuis quasiment 10 ans. Donc j'ai fait mon petit chemin de féminisme et j'aime beaucoup rêver au futur. On a choisi de vous parler d'utopie féministe aujourd'hui parce que, au final, dans ma vie, on m'a toujours parlé d'utopie. On m'a parlé d'utopie quand j'étais gamine et que je demandais les mots que je connaissais pas dans les Jules Verne. On m'a parlé d'utopie quand j'étais ado et qu'on m'a présenté les philosophes, les penseurs des Lumières, les grands penseurs antiques, les pionniers de la science-fiction. Que de la couille, hein, concrètement. Rappelons qu'il n'y a que 25% de femmes dans les cursus étudiés au baccalauréat. Ça fait plaisir. Mais revenons à nos moutons. Les utopies. On m'a toujours donc parlé d'utopie, mais on n'y a jamais vraiment accolé le mot féministe, parce que pour ça, il aurait fallu que je vive déjà dans une petite utopie, à savoir un monde où féministe n'était pas un gros mot. Pour l'instant, ce n'est pas tout à fait le cas, même si, à force de courage et de militantisme, il l'est beaucoup moins qu'avant. Mais, il faut l'admettre, avant l'utopie féministe, il reste un peu de chemin, vite fait, à parcourir, et parfois, la destination est tellement lointaine qu'elle en paraît inaccessible. Pourtant, qui est mieux placé pour parler d'utopie que les féministes? Qui sait le mieux rêver à un lendemain meilleur que celles qui se battent au quotidien contre les règles mêmes qui régissent leur monde? Qui construit davantage le futur que celles qui se tapent, qu'elles le veuillent ou non, l'éducation des plus jeunes qui formeront la société de demain? Qui parle non pas de détruire, mais de déconstruire pour mieux reconstruire? Qui refuse les fausses évidences, les idées reçues et les stéréotypes pour imaginer d'autres possibles? Je pense qu'on peut dire que ce sont les féministes. Pourtant, il paraît que les féministes n'ont pas d'humour, évidemment. Il paraît aussi qu'elles sont aigries, desséchées, qu'elles n'aiment ni le sexe, ni l'amour, ni autrui, comme si dans leur cœur il n'y avait de la place que pour la négativité. Pourtant, je le dis, il n'y a pas plus optimiste qu'une féministe. Même les saoulés, même les blasés, les vénères, les enragés, les hystériques, les chiennes de garde, les mal baisées et toutes celles qui font bien chier, parce que personne ne peut militer sans espoir et personne ne lutte sans lumière. Être féministe, pour moi, c'est croire si fort à une utopie qu'on est prête à tout remettre en question pour la construire. Alors aujourd'hui, nous avons invité quelques-unes de celles qui construisent les futurs de demain à nous raconter leur utopie féministe. Et pas que celles d'ailleurs, celles et ceux. Mes 4 invités ne sont pas 4 femmes, ce ne sont pas non plus 4 hommes, car être féministe, c'est aussi repenser nos identités loin des carcans, et l'utopie, c'est s'extraire de la binarité et s'intéresser un peu moins à ce qu'on a entre les jambes pour se focaliser plutôt sur ce qu'on a au fond du cœur et au fond des tripes. Sans plus attendre, je vais vous présenter notre toute première rêveuse, Wendy Delorme. C'est une écrivaine, une performeuse, et elle vient mettre du queer dans la sexualité. Pas le cuir, que les adeptes du BDSM aiment bien, même si elle a beaucoup écrit et théorisé dessus, le queer, Q-U-E-E-R, celui qui est politisé et énergisant. Elle est l'autrice de 4e génération, du recueil Insurrection en territoire sexuel, de La mère, la sainte et la putain, de Le corps est d'une chimère. Elle est aussi membre du collectif d'Autrix, avec un X, R-E-R-Q. Et aujourd'hui, elle vient ouvrir ses réflexions sur les utopies féministes, en vous parlant de plantes, de déesses, de terreaux, et des racines que nous devons planter profondément pour tenir bon face aux tempêtes du patriarcat. Je vous demande d'applaudir chaleureusement, vous aussi derrière votre ordi, Wendy Delorme. Est-ce que le son est OK? Ouais. Il y a peu de temps, on m'a demandé d'écrire un texte qui parlerait du futur et d'imaginer une utopie. Et je n'y arrivais pas. Parce que c'est difficile d'imaginer le futur en ce moment. Et puis j'ai eu une idée. L'idée m'est venue bêtement en regardant le terrarium que j'ai acquis auprès d'un ami botaniste, Raphaël. J'ai posé le terrarium sur la table de ma cuisine. Je lui cherchais un endroit adapté dans mon appartement, lumineux mais pas en plein soleil. Et là, j'ai compris ce qui pourrait peut-être me donner plus envie de vivre. Pas seulement de fonctionner, mais de retrouver la joie. Pour un futur désirable, on peut imaginer un changement de paradigme, le paradigme du terrarium. Le terrarium est un écosystème en vase clos.
Dedans, tu mets un peu de terre humide, du sable et quelques plantes compatibles entre elles. Phytonia, Selaginella, Alocasia, Calathea. On dirait des noms de déesses grecques. Et j'ai toujours été fascinée par la mythologie grecque, parce que ce sont des histoires à visée explicative. La mythologie grecque est un effort des humains pour s'expliquer le monde, donner du sens à la vie. C'est quelque chose entre la religion et les contes de fées. Alors tu prends tes déesses plantes et tu te fais une Olympe sous cloche. Dans un récipient en verre transparent, hermétiquement scellé. Et là, miracle, tes plantes déesses continuent de grandir et de s'aimer entre elles. Elles se donnent mutuellement ce qu'il leur faut à chacune pour subsister. Échanges chimiques, humidité, gaz, tout ce qu'il leur faut, c'est de la lumière. Tu es ton propre écosystème, tu es une plante. En vase clos, chez nous, depuis 1 an et demi, on a pris l'habitude de communiquer par les réseaux sociaux avec les autres entités de l'écosystème. Pas de parois en verre, mais les murs de nos logements. Pas d'échange de gaz, surtout pas de salive. Attention aux gouttelettes, restez bien à 3 mètres, chacune sous cloche, et on ne se touche plus. On a dû chercher ailleurs les éléments nécessaires à notre subsistance. Allo Resto, Allo Sushi, Allo Maman. Tous les bars, brasseries, restaurants fermés. On a rêvé de la campagne et les gens sont malades. Ou bien de solitude, ou bien de leurs poumons. On est malade de ne pas se penser comme un écosystème. On est malade de penser les autres comme des entités distinctes, plutôt que comme des plantes complémentaires. On est des plantes seules, dépérissant chez elles sous leur FFP2, les déesses étiolées d'une Olympe malade. Alors comment guérir de ça? On pourrait s'organiser en micro-communautés autonomes, fluides, interdépendantes et solidaires. Créer des terrariums à échelle humaine. Et ça commence tout simple. Tu choisis 5 personnes compatibles. Tu leur fais vœu d'allégeance, d'amitié, de soutien et d'amour. Vous créez votre propre écosystème. Les plantes peuvent être ta voisine de palier, ton amoureux, ton amoureuse, ta grand-mère, tes gosses, tes meilleurs potes. Vous faites le pacte du terrarium. S'aider mutuellement, se faire le moins de mal possible. Et pour que le terrarium soit beau, vivace et complémentaire, il faut des plantes variées. Le pacte du terrarium doit se signer entre personnes qui n'appartiennent pas à la même espèce sociétale. Et contrairement aux plantes, on peut faire partie de plusieurs terrariums à la fois. Se penser en système, se penser à plusieurs, ça démarre juste à 5 et puis ça prolifère. Des racines nous poussent, des racines invisibles qui nous relient aux autres, au-delà du langage et au-delà des murs. Des liens souterrains qui poussent doucement, une évolution lente sur des générations. Un 6e sens, une nouvelle faculté pourrait nous advenir, celle de deviner l'autre sans même voir son visage, empathie sensitive, capacité accrue d'être au diapason des êtres autour de nous. Les racines d'amour fissurent doucement les murs, se nourrissent mutuellement, se donnent de la force. Être un soi autonome et autosuffisant n'est plus chose essentielle quand on sait faire partie d'une communauté d'êtres. Merci beaucoup et bravo Wendy. Comme vous le voyez, Wendy ne nous quitte pas puisque une fois que mes 4 intervenants et intervenantes vous auront livré un petit bout de leur pensée, vous pourrez bien sûr réagir, leur dire ce que ça a évoqué chez vous, leur poser des questions, à la fois vous dans la salle puisqu'on fera passer un micro et vous chez vous sur Twitch, on a aussi une personne qui va lire le chat, donc n'hésitez pas. Ma prochaine invitée s'appelle Anna, mais vous ne la connaissez probablement pas sous ce nom.
Anna Ben Abdelkarim, alias Silly Boy Blue, est une musicienne. Elle s'est inspirée de David Bowie, égérie androgyne parmi toutes, pour son nom de scène. Elle a d'ailleurs écrit carrément un mémoire sur les corps androgynes dans la musique. C'est dire si elle aime jouer avec les genres autant qu'avec les notes. Alterner les identités comme elle alterne les émotions et nous emmener avec elle dans sa mélancolie aussi moderne qu'intemporelle. Mais aujourd'hui, Anna ne vient pas chanter, elle vient parler. Elle vient parler de son genre, évidemment, et de son oxygène, la musique. Être une femme dans ce milieu, qu'est-ce que ça veut dire? Elle va nous le raconter. Parole à Silly Boy Blue. Bonjour, ça marche? Oui, ça marche. Alors, quand on m'a invitée pour cette table ronde de Mademoiselle, on m'a parlé d'utopie féministe et déjà c'était quelque chose d'un peu compliqué pour moi parce qu'il s'agissait de faire un plan et le futur. Et moi je suis Verseau, donc j'ai beaucoup de mal avec ça. Voilà. Si je tremble, c'est normal, c'est parce que j'ai l'habitude de chanter mais pas de parler comme ça. Voilà, donc la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était de chanter If I Were a Boy de Beyoncé, mais ça impliquait d'amener pas mal de matos et de jouer des chansons, et puis ça impliquait d'être Beyoncé, et du coup c'est pas possible non plus. Donc du coup, je me suis dit, je vais un petit peu me renseigner, et j'ai regardé une étude faite par Audience, qui est un groupe de protection sociale avec lequel on travaille quand on fait de la musique, mais pas que. Et là, j'ai vu une vingtaine de pages avec, je pense, une cinquantaine de graphiques qui disaient à quel point les femmes étaient moins bien payées, moins bien considérées et à des postes moins importants que les hommes dans la musique et dans les métiers de la technique et tout ça. Donc j'ai regardé ce rapport assez long et ensuite je me suis mise en boule dans un coin et je me suis dit que je pouvais pas vous faire ce rapport parce qu'on allait tous se mettre en boule dans des coins et qu'en plus il n'y a pas assez de coins ici. Donc du coup ça aurait été très chiant. Voilà. Et du coup, j'ai fait ce que je savais faire, c'est-à-dire demander aux gens autour de moi ce qu'ils en pensaient. Et j'ai demandé à des copines musiciennes. J'ai tout simplement posté un truc en story en disant « Aidez-moi, qu'est-ce que c'est pour vous l'utopie féministe dans la musique ?» Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai eu plein de réponses que je vais vous lire, comme ça ce sera un peu fidèle. Donc j'ai eu qu'on arrête de mettre des minorités de genre en compétition. Gagner ma vie en chantant et en montrant mon cul, faire de ce qui me stigmatise un gagne-pain, avoir le droit de chanter que j'aime le sexe, qu'on ne me propose plus systématiquement un homme pour améliorer mon travail, être écouté autant que les hommes dans la musique, que mon corps ne soit plus au centre des discussions de travail. Moi à ça j'ajoute, ça c'est mon avis, des programmations de festivals avec au moins autant de femmes artistes que d'hommes, que les agresseurs notoires soient enfin exclus des festivals et qu'on arrête de les croiser au bar, par exemple. Et puis que tous les ingés, sons, lumière, etc., qui m'ont déjà appelé la Miss Nénette ou la Meuf, puissent brûler en enfer très rapidement. Voilà. Et je sais qu'on parle d'utopie et que je pourrais imaginer des choses beaucoup plus grandioses, mais en fait ça ce serait déjà vraiment pas mal parce que moi j'ai 25 ans et j'ai commencé la musique quand j'avais 15 ans et en fait je me suis rendu compte que des réflexions comme ça, comme dans plein d'autres métiers évidemment, j'en subissais depuis tellement longtemps que juste que ce soit normal, ce serait déjà pas mal du tout. Et voilà, j'ai passé en fait une journée à parler avec ces femmes artistes, à débattre avec elles, à essayer de comprendre aussi leur vécu parce qu'on n'a pas toutes le même, on vient pas toutes du même milieu, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on vivait parfois les mêmes choses, parfois des choses super différentes, ça dépendait des scènes dans lesquelles on allait, etc. Mais je me suis aussi rendu compte qu'il y avait plein de femmes artistes qui m'avaient répondu directement et qu'on a passé une journée à un peu refaire le monde. Et en fait, ma conclusion qui est tout à fait candide là-dessus, mais qui m'a donné beaucoup d'espoir, c'est que c'est avec la sororité qu'on arrive à faire des très grandes choses et même des toutes petites choses comme ça. Voilà.
Merci beaucoup Anna pour cette ode à la sororité et ce rappel toujours essentiel. N'appelez pas les femmes la miss, sinon vous brûlerez en enfer immédiatement, c'est la règle. Mon troisième invité s'appelle Juliette et après avoir été assignée femme le 18 novembre 1986 à Angers, Juliette Drouard, puisque c'est son nom, décide de tenter autre chose. Aujourd'hui, il est art-thérapeute, artiste, activiste dans le mouvement Transpédéguine. Il est aussi le fondateur du festival des sexes et des femmes. Si jamais vous n'êtes pas concentré, j'ai fait des guillemets avec les doigts sur femmes. Et a co-organisé la deuxième édition de Sortir de l'hétérosexualité. C'est d'ailleurs ce sujet qu'il va aborder aujourd'hui. Vous le savez, si vous prenez régulièrement le pouls des sphères féministes, la question de l'hétérosexualité et de l'hétéronormativité est sur toutes les lèvres. Et comme malheureusement Monique Wittig n'est plus parmi nous, il n'y avait personne de mieux qualifié que Juliette pour nous en parler. Accueillez donc Juliette Drouard. Bonsoir. Alors je vais essayer de tenir ce livre et le micro en même temps. Et là je me rends compte que c'est un peu casse-gueule. Je peux faire porte-livre au pire. Je m'accroupis et je tiens le livre comme ça. Ah ouais? C'est très cinématographique, je pense. Écoute, si tu veux. Non, je vais quand même te laisser en autonomie. Je pense que ça va bien se passer. Non, t'inquiète, on va faire sans. Donc c'est un extrait du livre qui s'appelle Sortir de l'hétérosexualité. Parce que je suis quelqu'un d'un peu ambitieux, donc voilà. Et je me préoccupe de nos bien-être à tous. Donc voilà, j'ai continué sur ma lancée. Alors ça pourrait s'appeler, ce texte, peut-être quelques heures dans un monde sans hommes, sans femmes, sans hétérosexualité, sans homosexualité non plus du coup, sans sexisme également. Donc quelques heures de spa, quoi. Je me redresse dans mon lit en faisant cligner mes yeux collés comme des loupiottes. J'ai rêvé que je volais. Je prends conscience du mur blanc mat en face de moi. Je baisse les yeux sur mes mamelles qui touchent le premier pli de ma bedaine. Je descends du doigt les rebonds moelleux jusqu'à ce qu'ils disparaissent derrière l'ultime crête au nombril. Fermant les yeux, je sens la douceur et le piquant de mes poils pubiens qui crissent sous ma pulpe. Je tirote un peu en les pinçant par petites touffes. Je parcours mon sexe à l'aveugle, la douceur indicible de la petite peau du gland et les replis où l'odeur de mon intimité est la plus forte. Je porte 2 doigts sous mon nez, je hume le réconfort de ce qui est moi, minéral et âcre. Je laisse retomber mes bras de part et d'autre pour me pousser vers une fabuleuse journée. J'ai ma tasse fumante bien en main. Des micro-gouttes d'évaporation infusées de mélisse se collent sous le duvet de mon menton quand je l'approche. Je contemple au-devant de moi la plaine par la grande baie vitrée. Notre bâtiment d'un étage trace une ligne, une petite couture dans le paysage. Il est composé de 10 alvéoles à usage personnel, traversées de part en part par la lumière. S'ajoutent à cela 5 alvéoles communes, une pièce de vie, une buanderie, une cuisine, 2 entrepôts. Je ne sais pas si c'est cette alvéole d'intimité vide depuis le départ de Joe, ou d'avoir rêvé voler, ou le désir de partager l'expérience indicible de ce monde, mais, pour la première fois depuis 40 années, j'ai envie d'être enceint. Je chausse mes grosses bottes dont les semelles sont comme des chenilles de tracteur qui moulent la terre en éclairs. Je vais frapper à la porte bleue de l'alvéole d'à côté, chez Tilap. J'entends venir son paternaire. M'ouvre avec un grand sourire, la hanche calée contre la main de sa béquille. Cette même image routinienne qui rythme ma vie depuis des années. La porte bleue s'ouvre, Tilap sourit. Une image qui protège de la mort, car entre les prises quotidiennes, nous n'avons pas le temps de nous refléter vieillir. Une image qui accueille la mort, car elle seule nous permet de vieillir ensemble. Nous nous affaissons dans le canapé bleu, nuit en tissu piqué, entamé par les chats. Nos membres s'en mêlent dans nos discussions. Nous nous becquetons les joues pour ponctuer les phrases, comme les poules le grain. Tilap me lèche les poils ras de la nuque en prêtant une attention distraite à mon babillage. Je dis que je veux être enceint, ce qui lui fait quand même relever la tête. Me regarde droit dans les yeux, dépose des baisers émus sur mes joues qui coulent.
Je tire un peu sur son pull en baissant les yeux, puis reviens soutenir son regard en y plongeant brûlant. Prends ma main et la fais passer sous les mailles à l'encablure du jean. Je remonte les poils de son ventre jusqu'à son téton hérissé. Effleure de l'ultime bout du doigt la petite boule, son visage se cabre. Je fais levier avec mon bras pour découvrir à nos yeux la pointe désirée. J'avance doucement la bouche vers son aréole brune, faisant déguster l'attente de la moiteur et la douceur inégalée de ma langue. Je rassemble fermement un sein dans ma main, engloutis lentement à l'intérieur de ma bouche qui gobe sans fond. Je resserre mes lèvres doucement autour de ma prise et suce d'avant en arrière. Je me perds dans le temps et j'ai la chair de poule chaque fois que la pointe de ma langue vient cogner la pointe de son téton. Tilap se tortille sous moi d'une lente agonie qui descend le long de sa moelle épinière et vient lui iriser l'anus. Comme une fleur électrique qui palpite au bout de soi à une encablure et appelle. Dans une chorégraphie contemporaine et surannée, Tilap se retourne à plat ventre sur le canapé, sous mon poids et sur ma main qui pince le bout de sa mamelle. Comme des chenilles, nous baissons son froc, j'écarte ses fesses bien grandes pour y plonger mon visage. Respirer son odeur, lécher les minuscules plis de son intimité, dresser ma langue pour envisager d'y pénétrer. Je ressens la puissance de ce muscle en anneau qui se contracte en un trou d'aiguille dans une réaction réflexe au premier frémissement. Je lèche fermement et insère progressivement ma langue, cherchant derrière l'entrée poignante les parois lubrifiées et fines de son intérieur. Je glisse un doigt, je glisse deux doigts, prisonnier, je baise avec force d'aller-retour en longeant la douceur toboggan piquetée de vaisseaux sanguins qui palpitent. J'introduis nos objets, Tilap crie encore et encore, d'être parcouru à ses tréfonds, remonté, bourré, collé à ses parois écartées cylindriquement et méthodiquement, jusqu'à ce que tout craque, tout nous secoue, nos liquides dehors se répandent. Plus tard, nous retombons tout à trac en chiffon, comme les marionnettes d'un théâtre ahané. Tilap est la plénitude d'éprouver ses limites. Je le serre contre moi, nous nous balançons doucement. Le soleil de midi, déjà, nous éclaircit. Il s'agit de se mettre en branle pour les tâches de la journée. Je vais frapper à l'alvéole d'à côté, chez Nimbé, qui m'ouvre avec des plis sur le front. Préoccupation ? Je m'inquiète des semis. Devant ma mine réjouie, se défroisse le front. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as l'air éclairé. Oui, je me suis levé avec cette idée d'être enceint. Ça aurait pu être jamais, mais c'est maintenant. Yeux surpris et sourire accroché. Bon, ce sera toujours une joie pour nous de grandir aux côtés d'une nouvelle personne. Est-ce que tu souhaites des gamètes ? Suite à mon assentiment, Nimbé glisse dans sa chambre, avec cette manière souple, déliée et continue de mouvoir son mètre 60, comme s'il faisait du ski de fond, sans un bruit. Je me retrouve à admirer la même plaine, les mains derrière le dos. La lumière a changé d'un nuage. Un chouka se pose. Nimbé me tend la boîte en carton qui contient le flacon avec ses gamètes. Nous bavardons un peu, ses framboisiers sous la grêle. Nimbé s'amuse que je ne sois pas tout à la discussion et me dispense, bourru mais franchement amical. T'en as rien à foutre de mes framboisiers, va t'injecter. Je ne me le fais pas dire 2 fois. Je me hâte dehors, lui collant 2 bisous sonores sur les joues, et je cours quasiment jusqu'à chez moi. Je me débarrasse de mes bottes avec le déchausse-pied, à 2 doigts de me péter la gueule dans la précipitation. J'égare mon pantalon quelque part dans la pièce de séjour. Je me lave les mains en faisant déjà mentalement l'inventaire des opérations à venir nécessaires. Dans ma chambre, je farfouille fébrile dans les tiroirs de ma table de nuit. Bordel, mais où est cette pipette et qui a besoin de tant de piles ? Je finis par mettre la main dessus. J'ouvre le sachet stérile et retourne l'objet constitué d'un piston et du corps de la seringue. Je fais remonter le liquide séminal dans la seringue en jouant du piston. Je m'allonge confortablement, les jambes écartées et un coussin sous la tête. Je sens le bout soyeux du dispositif pénétrer dans mon vagin. Je pousse sur le piston. Voilà. Merci beaucoup Juliette. C'était donc un extrait de Sortir de l'hétérosexualité, un programme, ma foi, d'une ambition raisonnable pour 2021. Ma dernière invitée, c'est Tani. Comédienne, humoriste, chroniqueuse, Tani accepte toutes les casquettes pour peu qu'elles aient le logo de la bonne humeur brodé dessus. Après le théâtre classique et 5 ans au sein de la... Ah, mon stylo.
Et 5 ans au sein de la Ligue d'improvisation de Paris, c'est dans le rire qu'elle se révèle, repérée par Shirley Soignon, lauréate du tremplin Propulsion des plateaux sauvages, en très belle compagnie dans l'émission 60 de Kian Kojandi ou sur les planches du célèbre festival de Montreux. Tani se livre dans un spectacle hebdomadaire à la Comédie des Trois Bornes à Paris. Elle nous y invite à voir le monde par ses yeux, riche en diversité culturelle, diversité de genre, d'identité, de sexualité, racontée par celle qui assume aujourd'hui toutes ses envies. Et puisque on parle ce soir d'utopie, Tani imagine pour nous un futur qu'on ne voit jamais dans les blockbusters hollywoodiens. Un futur auquel n'a jamais rêvé la petite fille qu'elle était, celle qui n'avait pas encore compris que la menace ne viendrait pas des aliens ou des robots, mais de cette petite chose qu'on appelle le patriarcat. Applaudissez Tani. Même les féministes doivent s'hydrater, vous le savez. Salut tout le monde, vous m'entendez bien? Ok, super. Alors je vais vous lire un extrait d'un texte que j'ai écrit pour une revue qui va sortir bientôt, qui s'appelle Deuxième page sur les futurs. Voilà, je vous livre une petite partie en exclusivité. Quand j'étais enfant, le futur pour moi c'était le 5e élément. Des voitures qui volent, des immeubles qui grimpent, des steaks hachés frites qui cuisent tout seuls au micro-ondes. Ça ressemblait à ça. Peut-être sans la diva avec la peau bleue qui cache des trucs dans son ventre et qui chante très très aigu. Mais c'était ce type de scénario. C'est fou, quand j'entendais futur, j'imaginais forcément des prouesses technologiques. Des nouveaux robots, des nouvelles machines, des nouvelles maisons. Alors qu'en grandissant, d'autres images me viennent en tête quand j'essaie d'imaginer mon futur, notre futur. D'abord, je n'ai plus les mêmes questions. Est-ce qu'on va réussir à construire des moyens de transport qui vont plus vite ou qui volent? Est-ce qu'on va pouvoir communiquer encore plus facilement? Est-ce qu'on va pouvoir cuisiner encore plus rapidement? Gagner du temps. Cette obsession de la vitesse, de la performance. Toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort. Le futur est un mec qui a peur de ne pas être assez viril ou quoi? Aller plus vite, mais dans quelle direction? Gagner du temps, pourquoi faire? Aujourd'hui, quand je pense au futur, j'ai d'autres questions. Comment faire tomber le patriarcat? Que faire de la violence? Comment reprendre le contrôle sur nos corps? Et c'est vrai que tout de suite, ça fait moins scénario de film de science-fiction. Ça les fait moins bander, les réalisateurs bourrés de thunes. T'imagines si demain, des blockbusters américains s'intitulaient « Fin du patriarcat, now !»« La guerre des queers !»« Bienvenue à Laisse mon corps City !» J'aurais des super idées de bande-annonce, hein. Dans un monde dirigé par les dictates, Lee se lance dans un combat contre les fragiles droïdes hommes qui lui disent comment s'habiller et marcher dans l'espace astral. Boum! Des dialogues poignants. Mon corps, c'est pas ton gadget, ok? Des effets spéciaux. Acabadabra! Une révolution à l'écran. D'ailleurs, petite parenthèse, alors ça c'est pas dans le texte, mais un de mes rêves dans le futur, c'est qu'on règle aussi qu'on puisse redécouvrir, l'amour de nos poils. Parce que je sais pas vous, mais moi cet été j'ai fait des efforts sur la plage, tu vois, je me suis dit Tani, écoute la manif pour tous un peu, arrête d'être contre nature, assume tes poils. Je suis allée à la plage avec mes poils et les gens ils ont regardé mes jambes en mode comme si j'avais un tatouage de Darmanin sur le mollet, tu vois. Non, c'était juste mes poils. Donc vraiment, je pense que j'aimerais bien qu'on kiffe nos poils. Et en plus parce que je me dis, il y a un truc avec les poils, genre j'ai l'impression que avant, tu vois, genre nos grands-mères, elles s'en foutaient de leurs poils, tu vois. Elles n'étaient pas genre ah c'est l'été, summer body, attention. Déjà ma grand-mère, je pense pas qu'elle avait un summer body, vu que c'était en Guadeloupe, elle avait juste un body toute l'année. Mais c'est vrai, en deux générations, j'ai l'impression que les poils sur une fille, c'est tabou, tu vois. Ça me fait peur, je me dis, dans 2 générations, c'est quoi la suite? Les oreilles, c'est plus à la mode, on va devoir se les faire enlever. Dans la cour de récré, t'as vu, Mélanie a gardé toutes ses oreilles. Elle sort avec ses lobes. Bref, fin de la parenthèse. Le futur, ça fait un peu peur. Il faut se projeter, il faut s'imaginer. Je suis Verseau aussi, donc c'est compliqué. Il n'y a que les gens qui te demandent où vous voyez dans 10 ans en entretien d'embauche qui savent sûrement le faire. C'est dur. 10 ans, c'est pratiquement le temps que notre cher pays a mis à nous pondre un projet de loi incomplet sur la PMA.
Et dans le même temps, en 10 ans, je suis passée de meuf dans le déni qui porte des ballerines, qui se lisse les cheveux et qui va à des speed dating hétéros vers opéra, à lesbienne, qui porte un afro, qui joue des spectacles d'humour féministes, queer, dans les rues de Berville, et qui vous dit à Pantin, c'est quoi son futur? Donc se projeter c'est dur, ou alors faut le faire progressivement. Moi c'est ce que je me dis. Par exemple, qu'est-ce que j'ai prévu demain? Prendre le train. Ok, on est bon. Qu'est-ce que j'ai prévu dans 2 mois? Aller à la pendaison de crémaillère de ma pote Solène. Ça c'est faisable. Qu'est-ce que je fais dans 2 ans? Ah, ça commence à paniquer. Mais c'est cool ça qu'il y ait des fêtes, ça permet de savoir qu'il y aura toujours des invariants. Par exemple, mon anniversaire, Noël. C'est vrai, a priori, il y a peu de chances qu'on décale Noël. Je suis pas spécialement croyante ou fan du Père Noël, mais ça me permet de me dire que, a priori, le 25 décembre 2036, je serai dans une cuisine en train de manger des fagots de haricots verts avec des pommes dauphines. Donc ça me rassure. Ouais, c'est pas dans le texte non plus. Non, je voulais dire, c'est vrai que le futur, ça fait peur, surtout en ce moment, quand on voit ce qui se passe dans certains territoires, à l'Afghanistan avec les talibans. Il y a 5 ans, je me souviens, j'avais déjà peur quand Bolsonaro a été élu au Brésil. C'était un peu malaisant, les images de fachos et tout, célébrant sa victoire. Ça donnait envie presque d'imaginer l'inverse, tu vois, une Frida Overeno, élue à 55% des suffrages, un monde tremblant après la victoire de l'américaine Trump de Fallop, suspectée d'avoir remporté ses élections en complicité avec la Russie, territoire de la blonde et indétrônable Vagimir Guindin. Des chars célébrant ses résultats avec des fanions ornés de vulves annonçant une dictature lesbienne des plus terrifiantes. Side cut pour tout le monde. Regard méprisant envers les femmes n'ayant ni piercing, ni tatouage, ni cheveux décolorés. Tu ne portes pas de bague au pouce? On dirait une hétérale. Ce serait l'insulte qui désignerait les hétéros. Censure, contrôle des médias, un seul journal tenu par Amélie Mauresmo, 100% de contenu lesbien. Tu es bien pâle, toi, pour une citoyenne. Je suis un homme, on dit citoyen. T'entends ça? Tu crois que je vais m'embêter à accorder mes mots au masculin? C'est la règle du féminin qui l'emporte. Virlotte. Ça, ce serait une insulte pour insulter les hommes trop virils. PMA et GPA devenus la norme. La norme. Quoi? Vous êtes allé à l'étranger pour concevoir naturellement votre enfant? Répugnant. Récitation de l'hymne national, le sex appeal de la policière, obligatoire à la récréation de 10 heures dans tous les établissements, uniforme de licorne, ongles courts imposés, ballerines strictement proscrites. J'ai un problème avec les ballerines, désolé. Bref, évidemment, je plaisante. Ce serait pas forcément très souhaitable. C'est mon système de défense contre l'homophobie et plein d'oppressions. L'humour, voilà. Petite parenthèse aussi, je n'ai vraiment rien contre les hétéros. Voilà, je suis pas hétérophobe, j'ai un très bon ami hétéro. Il est noir en plus. C'est mon père. Non, je sais pas. En plus, c'est vrai que c'est difficile de se projeter. Par exemple, moi, je sais pas trop finalement à quoi je vais ressembler plus tard. C'est quoi une vieille lesbienne noire? Voilà, vieille lesbienne noire. Ça sonne comme une insulte. Pourtant, c'est probablement ce que je vais être. Et j'en ai jamais vu durant mon enfance. En tout cas, on m'en a jamais montré dans les livres, dans les films. C'est encore plus dur de se projeter. Je suis énervée contre l'homophobie, le sexisme, le racisme. Parce qu'en plus, ça nous pompe de l'énergie. Moi, je me dis, t'imagines le nombre d'éoliennes ou de potagers bio qu'on pourrait construire s'il fallait pas se battre en permanence contre ces personnes qui passent leur journée à oppresser. Est-ce qu'on a déjà essayé de mesurer la quantité d'énergie déployée par les militantes féministes et LGBT? Parce que oui, la planète va mal et on n'arrive pas à s'arrêter. Ça, c'est la partie écolo. Non, oui, j'ai un petit paragraphe écolo. Il y a un 6e continent qui est en train de se créer en plastique. Donc à l'école, on va enseigner l'Europe, l'Asie, l'Océanie, l'Afrique, l'Amérique et plastique.
Dans les salles de classe, il y aura cette scène. Oui, Jason, tu nous montres sur la carte où est le continent plastique? Jason, pourquoi tu pleures? Ta grand-mère est morte parce qu'elle a trop bu dans des bouteilles en plastique? C'est pas grave, Jason. Mais sèche tes larmes. Qui a encore une grand-mère à plus de 60 ans? Voilà. Un peu dur, celle-là. Un peu dur. Non, on n'arrive pas à s'arrêter. J'ai vu Jeff Bezos, on dit comme ça, décoller dans son bidule dans l'espace. Et là, je me suis dit, ok, ça ressemble trop au 5e élément et j'ai plus envie de steak haché frites. Non, mais des fois, je me dis qu'on va peut-être un peu trop loin. Il y a des objets, j'ai un peu une haine parfois des objets un peu inutiles. Par exemple, en ce moment, je suis désolée, j'en veux aux personnes qui s'achètent des brosses à dents électriques. Ça me tend. Je me dis, les brosses à dents électriques, c'était pas mon idée du futur. Est-ce que, honnêtement, on a besoin d'électricité pour se laver les dents? Je ne sais pas. Il y a aussi les VTT électriques, ça me tend. Ouais. Je me dis, la montagne, on l'a d'abord gravie avec des jambes, maintenant à vélo. Quelle étape prochaine? Monter des montagnes en échasse. Des échasses électriques, c'est dur à dire. Mais en tout cas, je dis ça, je suis pas exemplaire, je suis pas une écolo exemplaire, j'achète pas toujours des produits bio, je prends l'avion, j'ai du mal à arrêter les Kinder Bueno, voilà. Mais je fais des efforts, je mange moins de viande, alors que j'aime vraiment ça. Genre vraiment, vraiment. Genre, pour mes 10 ans, on m'avait acheté une casquette Justin Bridou et c'était un vrai cadeau. Et donc, de toute façon, je me dis qu'on sera peut-être pas toutes et tous d'accord sur le futur. Par exemple, si je reprends la série de questions que je posais tout à l'heure, il y en a qui vont pas être contents. Vous savez de qui je parle. Le futur n'est même pas encore là qu'on les entend déjà. On peut plus rien dire, on peut plus rien faire, on peut plus exercer notre violence tranquille. Ils voudraient que leur passé soit notre futur, mais notre futur sera leur seum. Voilà. Voilà, c'était comme ça que j'avais envie de finir. Au final, mon utopie, c'est peut-être du seum pour toutes les oppressions. Alors peut-être que j'aurai le seum, du coup, moi, tu vois, de plus manger de saucisson, peut-être que c'est ça. Mais je pense que ça peut commencer aujourd'hui, en discutant et en se rencontrant comme ça, et en se disant que les oppressions systémiques, là, on n'en veut plus, quoi. Et on va rêver à un monde un peu plus juste. Et en vrai, pour finir, moi, je pense qu'on est déjà un peu dans le futur. Par exemple, quand moi, je passe en vélo devant le Louvre avec mon afro et mes chaussettes arc-en-ciel, je les imagine, là, les Louis XIV et compagnie, en train de me voir. Je pense qu'ils pèteraient un plomb. Donc, voilà, il faut continuer à planter des graines. Il faut rendre hommage à celles qui ne sont plus là et qui ont planté des graines pour qu'on soit là et pour qu'on soit le futur. Et donc, voilà. Merci beaucoup Tani pour cette utopie du seum. Je dois dire qu'en tant que personne qui envisage d'acheter une brosse à dents électrique, je me suis sentie oppressée par ce texte. Et à part ça, j'étais d'accord surtout sur le 5e élément, mon film préféré. C'est maintenant le moment où on peut interagir avec vous public, avec vous viewers et viewers sur Twitch. Si vous avez des réactions, des questions, des choses que vous voulez évoquer avec notre panel d'invités, il y a un micro qui circule. Le fabuleux Anthony va vous l'amener. Et au pire, sinon, comme je suis quand même très pro, j'ai préparé des questions et ça c'est beau. Est-ce qu'on a une question dans le public direct? Non? Ok, vous faites les timides, c'est pas grave. Préparez-en tranquillement, nous on va parler entre nous. Du coup, mes chers invités, merci à toutes et bravo encore, c'était super. J'ai quelques questions pour vous et la première, vous l'avez pour plusieurs abordée souvent en intro, car ma première question c'est qu'est-ce qui vous vient en tête quand on vous dit utopie féministe et finalement pourquoi vous avez choisi aujourd'hui d'aborder le sujet que vous venez d'aborder sur scène? Je te propose de commencer par toi Anna parce que tu as entamé justement ton... Je te jette pas, je promis je te jette pas sous le bus. Tu as entamé ton texte en disant que utopie féministe c'était pas le truc le plus simple et que du coup tu as demandé aux autres ce que ça leur évoquait. Qu'est-ce que ce processus t'a amené comme réflexion au final? En fait, j'ai demandé aux autres parce que déjà parce que mon avis n'est pas, tu vois, j'ai pas le monopole de la vie, je pense, parce que je ne suis pas genre,
non, je vais pas dire des noms parce qu'après c'est pas ok. Mais du coup, je me suis dit genre j'allais vraiment dire ça. Ouais, je me suis dit qu'en vrai, le plus intelligent, c'était de demander au principal concerné. Et puis, en fait, ça s'est construit tout seul comme ça, parce que je me suis rendu compte, comme je le disais, qu'il y avait vachement de parcours communs, enfin de merde commune plutôt, et puis aussi pas mal d'espoir quand même. Et on s'est retrouvés sur des trucs, et puis on s'est appris, je pense, des choses aussi mutuellement, ce qui était plutôt intéressant. Vraiment, je vous ai dit 4 phrases, alors qu'en fait, il y avait vraiment des trucs très intéressants dans mes conversations WhatsApp, donc je suis vraiment navrée. Peut-être qu'un jour, je ferai quelque chose. On fera une version longue. Voilà, de plus long, mais voilà, c'est venu comme ça. Ok. Toi aussi, Wendy, tu as évoqué que c'est pas simple de réfléchir à des utopies féministes, notamment dans une période où le futur est de moins en moins joli chaque jour. Qu'est-ce qui fait que tu t'es tournée vers cette idée qui, au final, n'est pas si différente, puisque dans ton idée de terrarium, il y a l'idée d'être interconnecté et de se faire grandir ensemble. Qu'est-ce qui t'a amené vers cette réflexion-là ? Je crois tout simplement, un constat qu'on peut toutes et tous faire, c'est qu'on a, dans les périodes difficiles, c'est les proches, il faut se mettre en lien. Et voilà. C'est très bien. Ouais. Et toi, Juliette, pourquoi est-ce que quand on te dit utopie féministe, tu te dis, je pense que vraiment l'utopie, let's go, on va sortir de l'hétérosexualité, ce qui est bon, un grand projet, comme tu l'as dit. Qu'est-ce qui fait que c'est ce que tu as choisi de nous amener aujourd'hui ? Au-delà du fait que, bien sûr, tu as écrit un excellent livre sur le sujet. Oui, il y avait la question que j'étais en vacances en Bretagne, et donc j'avais pas trop de temps, et qu'ensuite il fallait faire la promotion du livre, donc il y a ça. Mais après, vraiment fondamentalement, c'est simplement parce que on est dans un système qui est tellement inique et absurde qu'on n'arrive même plus à apercevoir nos croyances. C'est-à-dire que les croyances chez les autres, c'est tout de suite quelque chose qu'on va identifier dans une autre culture. On va se dire, mais eux, ils croient à ça. Non, mais sérieusement, quoi. Mais nous, on croit aux hommes et aux femmes. Ce qui est quand même un truc, faut y aller, je veux dire, vraiment. De penser que naturellement, ça existe. C'est simplement des concepts de qualifier des organes génitaux supérieurs ou inférieurs, et puis après les mettre en relation, à vie, pour tout et n'importe quoi. Et on se dit qu'on est sûr que ça existe. Ce qui est assez fou. Donc moi, vu que ça m'a un peu... ça me gêne, le sexisme. On peut dire ça, c'est gênant le sexisme. On pense, on est sur une unanimité globalement. Voilà, ça me gênait un peu. C'est bof. Et du coup, j'ai pensé à ça, quoi. Et de ton côté, Tani, comment tu as construit cette chronique futuriste à base de 5e élément et de steak haché qui peut-être sera vegan dans le futur quand il se créera tout seul ? Tout à fait. Des steaks vegan qui cuisent tout seul, c'est aussi possible. Non, moi je laisse cours à mon imagination. Ouais, j'aimerais. C'est vrai que je pense plus en termes d'ambiance. Déjà un endroit où il fait un peu plus chaud au mois d'août actuellement. Fais gaffe parce que dans le futur il risque de faire trop chaud au mois d'août, donc pas la bonne réponse. Non, mais non, je ne saurais pas dire beaucoup plus de choses que ce que j'ai dit. Enfin, un endroit où tout le monde se sent bien, on est libre d'être qui on veut et on essaie de ne pas oppresser les autres. Déjà, ça, c'est une bonne base, je trouve. C'est une bonne base. Finalement, le futur, c'est pas si loin. C'est déjà le futur si tout le monde faisait ça et arrêtait d'oppresser les autres. Ouais, ce serait déjà l'avenir. Est-ce qu'on a des questions dans le public ? Non, vous êtes toujours timide. Ok, j'ai une question compliquée pour vous, donc désolé, le public aurait pu vous sauver. Il a choisi de ne pas le faire. Mais c'est pas une question compliquée pour vous. Je pense que c'est une question compliquée pour toute personne féministe et même plus largement toute personne qui essaye de changer le monde. C'est la fameuse question à 1 000 €, comment on fait pour garder l'énergie de militer quand parfois le monde entier, et Darmanin en particulier, nous rappelle que le chemin est long et que parfois la fin est loin. C'est la question qui revient très souvent quand je parle avec notamment des féministes plus jeunes de ce truc de comment on finit pas épuisé et surtout dégoûté et comment on garde espoir sur le fait que à la fin on gagne alors que bon, c'est un processus qui prend le temps qui prend et en même temps je vous dis comment on fait, peut-être que vous-même vous y arrivez pas toujours, donc comment ça se passe puisqu'on parle d'utopie,
Comment on fait pour continuer à garder foi en une utopie dans un monde qui y avance lentement, finalement? Est-ce qu'on a une volontaire ou est-ce que je désigne? On va faire en aléatoire. Ce sera pas re-toi en premier, Anna. T'as déjà donné. Ok, Juliette. Juliette? Ouais, tu peux répéter la question? Oui. Comment on fait pour tu gardes continuer la à foi croire à une utopie et comment on fait pour continuer à militer finalement et garder l'énergie alors que c'est quand même souvent chiant le monde? Ouais, c'est un peu compliqué en ce moment. Ouais. Déjà, personnellement, sur le mot d'utopie, ce que je trouve dommage, c'est qu'il souvent il est connoté un peu. Bon, c'est des gens qui rêvassent un peu, tu vois. Ça va peut-être pas le faire. Enfin, c'est un truc. Et pour moi, ce que je viens de dire, c'est pas une utopie parce que il y a eu des sociétés qui se sont structurées autrement qu'avec le sexisme. Et encore aujourd'hui, voilà, quand je suis en teuf queer, c'est pas, on se structure pas forcément en tant qu'homme ou femme, et pourtant on respire normalement. Enfin, je veux dire, il y a un truc. Donc pour moi, c'est déjà là en fait. C'est déjà des choses qui sont tout à fait présentes, et même dans ce que, je sais pas, ce que tous on a décrit en fait, ou dont on a parlé. Bon, peut-être pas les steaks hachés qui volent et tout, mais pour le reste, je veux dire, c'est présent en fait. C'est présent pas majoritairement, mais c'est déjà là. Donc pour moi, c'est sûrement ça qui est je sais pas, qui me fait garder espoir. Et puis après, je me dis que, je sais pas, ça confine à une sorte de foi, mais juste que tout ce qui se fait nous fait réagir d'une manière assez nécessaire, en fait. Et moi, je crois profondément que si on est et si on réagit de la manière dont on réagit aux choses qui nous arrivent, on va s'en sortir en fait, parce que ça nous laisse pas de glace. Enfin voilà, c'est là, on est en train d'en parler, on est en train de se triturer, donc les choses nous font réagir, et moi je crois que ce sera suffisant de continuer à réagir à notre environnement pour trouver les bonnes choses. Est-ce que c'est un sentiment partagé? Est-ce que vous avez d'autres peut-être choses qui peuvent vous donner l'énergie ou vous redonner l'énergie? Il y a aussi parfois des gens qui disent l'énergie de continuer à militer, je la prends en faisant des pauses dans le militantisme et en me concentrant plutôt sur moi, ce qui est une stratégie tout à fait valable aussi. Tani? Oui, non, mais en plus, je voulais dire qu'il faut aussi choisir les moments où on milite et où on le fait pas. On n'est pas obligé de tout le temps être une warrior ou un warrior et militer chaque seconde de sa vie. Il faut aussi se reposer. Et non, moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut, pour trouver de l'énergie, il faut mettre du fun dedans. Il faut mettre des blagues dedans. Et il faut faire ça avec des gens que tu kiffes. Et du coup, c'est quand même plus sympa après. C'est sûr. Tu prends du plaisir à le faire. Yes. Et ouais, c'est chouette. Anna, comment tu fais pour mettre du fun dans le militantisme et garder la foi? Moi, je vais rejoindre un petit peu ce qu'on dit en fait, c'est savoir aussi bien s'entourer, parce qu'il y a forcément des moments où on a moins envie de militer, et puis c'est savoir bien s'entourer dans les deux sens du terme, c'est-à-dire savoir se reposer sur des gens sur qui on peut compter et qui partagent les mêmes convictions et qui sauront comprendre aussi la fatigue ou des choses comme ça, mais aussi savoir arrêter en fait moi je sais que je m'autorise maintenant à ne plus avoir de contact ou de conversation avec des gens où je sais que ça ne servira à rien. En fait, c'est aussi pour éviter de se fatiguer. Enfin, je pense que c'est aussi bien de renforcer des liens que d'en couper aussi avec ton vieil oncle que tu vois une fois par an et à qui tu dois expliquer que non, tu vas pas débarrasser son assiette, tu vois, j'en sais rien, mais je pense qu'il faut aussi savoir se préserver pour avancer plus loin, et puis c'est aussi en étant avec des gens qui veulent avancer plus loin qu'on peut un peu se permettre de dire moi là je vais faire une petite pause, et puis la personne te prend un peu sur son dos, et puis après tu peux faire l'inverse et tout ça quoi. Voilà, c'est mon avis là-dessus. Yes, merci. Wendy, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur la question? Sur comment pas être trop dans le seum? Voilà.
Moi, je Comment prends des aller vers le anxos. futur du seum, mais sans être trop dans le seum sur la route. Ah bah, a priori, c'est ça, mais c'est aussi une utopie. C'est complexe. Bon, déjà, moi, j'ai fait ce truc de faire des enfants, voilà. Donc maintenant, ils sont là. Souvent, quand on les fait, après, ils sont là longtemps. Hein. Ça, c'est vrai. Donc, elles sont là, et du coup, je me dis, ben, t'as pas le choix. Voilà. Tu restes là. Et bah non, mais c'est vrai, en fait. Moi, depuis que régulièrement, quand j'ai des amis qui font des gosses, je me dis, mais pourquoi vous faites ça, en fait? Vous avez pas vu que le monde, c'est fini, là? Ah, c'est fini. Ah, c'est fini, là. Vous l'aurez entendu ici en premier. Non, mais je veux dire, ils ont mis, je sais pas combien, ils sont en train de réfléchir à peut-être faire une loi, que peut-être qu'ils vont encore discuter 4 ans. Enfin, c'est foutu en fait. Du coup, bon bah, je me dis, j'ai fait des gosses, faut rester là et je sais pas. Mais Non, je pense que excusez-moi, c'est je une fais bonne une crise raison. existentielle. Mon ami Jeanne dit qu'il peut pas y avoir de crise sanitaire mondiale sans qu'il y ait des crises existentielles individuelles. Donc je vous préconise de faire des gosses, ça vous oblige à rester là. Voilà. Un conseil que vous en faites ce que vous voulez chez vous. Je ne dirais pas que je cautionne, c'est un engagement, mais ça fonctionne pour toi, donc bravo. On a une question? Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, déjà merci à tous les 4. Moi, je voulais juste rebondir, c'est pas une question, c'est juste une remarque que j'ai envie de partager. Est-ce que ça fait un écho? Non, moi j'entends pas, mais j'ai qu'une oreille en plus. Ok, là c'est mieux comme ça? Moi, je t'entends bien, ça va pour vous? Au pire, je répéterai au micro si c'est pour double check. D'accord. Je voulais rebondir sur ta remarque, Wendy, quand tu disais que le futur, ou en tout cas l'utopie, c'est créer du lien. Parce que moi, on va dire, j'ai l'impression de vivre une utopie actuellement. Et c'est pour ça que je voulais faire une remarque, la partager. C'est, pour moi, jusqu'à présent, l'utopie, c'était relié au futur ou à la fiction. Et donc, c'est littéralement le non-lieu. Et à un moment, je me suis rendu compte que tout ce qui me pesait énormément, c'était dû à plein de constructions sociales que moi, je parviens à peu près à déconstruire, mais pas tout le monde. Et en fait, tout simplement, ce décalage, il crée un énorme malaise chez moi tous les jours, alors que je devrais pouvoir quand même vivre tranquillement, enfin, je sais pas. Et en fait, du coup, ma manière là de vivre une vie un peu libérée, c'est d'être totalement seule. Bon, pas pendant trop longtemps, évidemment, mais en fait, c'est fou comme plein de choses comme le genre et la race sont donc évidemment des constructions sociales, mais sont des choses qui existent uniquement dans l'interaction sociale. Et du coup, en absence d'interaction, les catégories de genre ou de race, elles sont totalement absurdes, elles sont totalement vides de sens. Et là, j'ai fait une espèce de cure sociale, je sais pas, où voilà, en fait, je me sentais totalement différente, et même mon orientation sexuelle ou des choses comme ça n'avait plus aucun sens pour moi. Et voilà, en fait, moi, c'est aussi, et je rebondis aussi un peu sur ce que tu disais, Juliette, en parlant de système de croyance. Et c'est vrai qu'on adhère à un système de croyance, et des fois, en laissant tout tomber, mais juste en étant seul, ça peut nous libérer. Et aujourd'hui, j'ai la force de sortir de chez moi et venir ici pour vous écouter parler d'utopie. Et je pense que c'est comme ça, en tout cas, moi, personnellement, c'est comme ça que je vais vivre ma vie qui... Voilà, et je dis tout le temps à ma sœur jumelle qui est dans la salle, je dis ouais, ma vie elle a vraiment aucun sens, je sais pas ce que je fais et tout, mais en fait c'est génial, voilà, donc il n'y a pas de futur, voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais vraiment partir trop loin, mais voilà, c'est vraiment un conseil que je vous donne, de prendre des pauses de certains types d'interactions, où par exemple, voilà, moi je suis dans une position... qu'on peut qualifier d'intersectionnelle, mais voilà, des fois je vais prendre des petites pauses de racisme, des petites pauses de sexisme, des petites pauses de je ne sais quoi. Et voilà, la pause ultime, quand on est une personne qui se situe à l'intersection de plusieurs sphères d'oppression, c'est la solitude totale. Voilà, c'était mon petit conseil du jour. Voilà. Merci beaucoup.
J'aime bien, on passe de fête des enfants, après vous aurez plus le choix, à sinon rester totalement seul, comme ça personne viendra vous emmerder, ce qui est quand même 2 conseils qui se valent, compliqué à faire les 2 en même temps par contre. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne chez vous, cette idée de parfois la meilleure façon de se reposer des oppressions, c'est de se couper un peu du monde et de s'isoler, parce que les oppressions viennent souvent de l'autre, d'autrui, du reste de la société, et effectivement quand on est tout seul chez soi, pour peu qu'on n'aille pas sur Twitter, il n'y a personne pour nous critiquer notre identité. Est-ce que c'est une façon aussi de se recharger pour vous, quelque chose que vous avez déjà expérimenté? Je peux désigner, mais on peut y aller en spontané. Hein. Ouais, je trouve que ça recoupe aussi ce que tu disais, Anna. Le fait de choisir très consciencieusement les interactions qu'on va avoir ou ne pas avoir. Et c'est sûr que dans le sens de se préserver, on l'a tous un petit peu dit aussi. Et après, c'est sûr qu'on a plus ou moins aussi de possibilités, y compris matérielles, de limiter ces interactions-là, quoi. Donc, voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non? Oui, je vois pas tout le monde. Je vois Anthony se diriger d'un pas décidé. Yes, bonsoir. Bonsoir. Moi, je pense qu'on puise beaucoup de nos forces d'autrui. Et du coup, je voulais profiter de cet instant pour vous demander, est-ce que vous avez des anecdotes un peu plus feel good, où votre militantisme, vous étiez heureux, vous avez vu un impact positif voilà, est-ce que vous pouvez partager des histoires comme ça avec nous ce soir? Je peux commencer si vous voulez, comme ça je vous laisse 1 minute de réflexion. Donc moi ça fait un petit moment que je travaille chez Mademoiselle et quand j'y suis arrivée j'avais 20 piges et je venais de découvrir le féminisme et le fait que ce n'était pas un gros mot. Et donc j'ai grandi, je suis née en 91 et j'ai grandi avec très peu de connaissances, très peu de remise en question on va dire de l'ordre établi. Et quelques années plus tard chez Mademoiselle, on a reçu une stagiaire de 3e qui avait 13 ans. Et qui savait déjà qu'elle était pansexuelle et non-binaire. Et ça m'a fait... elle utilisait encore le pronom féminin. Et ça m'a fait un choc... alors un petit coup de vieux, certes, moins que quand elle a dit qu'elle connaissait pas les S Club 7, mais petit coup de vieux quand même. Et surtout, ça m'a rempli d'un espoir fou de me dire elle en connaît plus à son âge sur toutes les possibilités qui s'offrent à elle. Elle en connaît 1000 fois plus que moi à son âge, où il y avait un mec gay out dans mon lycée et c'était la fin de la non-cis-hétéronormativité, on va dire. Donc ça m'a mis beaucoup d'espoir de me dire, en fait, elle va faire son chemin en ayant une infinité, enfin pas une infinité, mais quasiment une infinité de possibles. Et en fait, plus on a de possibles, plus on peut trouver sa voie et ce qui nous correspond. Donc de voir une petite meuf comme ça, de 13 ans, nantaise, qui était hyper sûre de qui elle est et hyper libre et aimante de qui elle est, j'ai trouvé ça assez beau. Et savoir d'un autre point de vue que Mademoiselle a un peu aidé, ça fait toujours plaisir, mais elle y serait arrivée, je pense, dans tous les cas, parce que la société porte ça. Du coup, voilà, c'est ma petite anecdote que je raconte souvent quand on me demande comment je peux être optimiste et féministe, c'est que en fait, ça fait déjà des années, donc cette meuf-là, maintenant, elle a 20 ans, et c'est déjà une adulte qui est tellement libre par rapport à ce que moi j'étais à 20 ans, que ça peut que donner espoir. Est-ce que vous avez des moments cool de militantisme, des petits grains d'espoir qui vous viennent en tête? Moi, je ne sais pas vraiment si ça s'apparente à vraiment du militantisme, mais je parlais de la sororité dans la musique. Et moi, à mon petit niveau, j'ai eu, il n'y a pas longtemps, je voulais faire des reprises. C'est ce que j'ai fait pendant un des confinements, je ne sais plus lequel. Et j'ai demandé à plein de gens d'en faire. Et puis évidemment à plein de meufs et en fait les 3/4 des personnes qui ont répondu positivement et qui ont déplacé du temps dans leur emploi du temps, c'était des femmes artistes. Et j'ai un exemple un peu particulier là-dessus, c'est par exemple j'ai demandé à Iseut, que je connaissais des réseaux sociaux, et ça s'arrêtait à peu près là, on se suivait et c'était tout. Et en fait elle a débarqué chez moi et on a bouffé ensemble et ensuite on a fait une reprise chez moi, limite, dans mon canapé, avec mon vieux micro qui m'a coûté, je pense, 30 balles il y a 10 ans, quoi. Et en fait, voilà, il y a une sororité très, très forte que je retrouve parce que il y a une porosité entre les carrières et les chemins et tout ça. Et ça donne vachement d'espoir, en fait, c'est de se dire que
tu peux compter sur des gens que tu connaissais que de Instagram ou que tu as croisé une fois, et puis tu peux... moi, je me suis dit, genre, ça, c'est très chouette, et puis depuis ce moment-là, on se renvoie la balle sur... je sais que quand elle a eu toute une période où certains médias lui sont tombés dessus très violemment, on avait un groupe de meufs de la musique, et on a toutes monté au créneau pour la soutenir et tout ça, donc c'est chouette, en fait. Il y a des belles choses qui se font quand même, et puis ça se passe souvent entre femmes. Enfin, moi, je vois beaucoup de... J'ai l'impression, en tout cas, que tout ce qui a été gratuit et sans intérêt, enfin sans besoin d'intérêt ou de choses comme ça, c'était entre femmes. Donc ça, c'est très cool. Voilà. Yes. Tani? Ouais, puisqu'on est dans des moments de sororité, ça me fait penser à une journée que j'ai passée, maintenant il y a peut-être 2 ans. C'était des auditions pour un projet de pièce de théâtre porté par cette personne incroyable qui est Rebecca Chaillon. Je ne sais pas si vous la connaissez. Et elle prépare une œuvre sur, grosso modo, les femmes noires. Et on s'est retrouvés pendant une journée à une quarantaine de femmes noires et métisses et artistes. Et donc, pour montrer ce qu'on faisait, c'était très divers. Ça allait du stand-up au cirque, à toutes sortes de performances. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'était jamais arrivé de me retrouver une journée entière dans une pièce avec 40 femmes noires. Et c'était super fort et j'étais très heureuse. Enfin, c'était incroyable. Donc d'où, petite parenthèse, les espaces en non-mixité, c'est important. Et ouais, c'est des exemples de moments qui donnent beaucoup de force. Voilà, j'y repense souvent. Et voilà, c'est chouette. Et justement, avant que tu racontes ton anecdote aussi, j'en avais une où, pareil, j'étais un peu, quand j'étais ado, fangirl de la chanteuse Ayo. Parce que j'ai grandi en Normandie, il n'y avait pas beaucoup de personnes noires ou métisses qui portaient leur afro comme ça, fièrement. Et bref, j'ai eu un flash, je me suis beaucoup identifiée à elle. Et je pense que je lui dois aussi peut-être une part de ma libération. Et là, en octobre dernier, elle est venue voir mon spectacle. Wow. Incroyable. Franchement, t'as percé, Ouais. bravo. Wendy? Je suis un peu dans la même logique que vous deux, en fait. En tant qu'autrice, c'est grâce à une autrice que j'ai été publiée la première fois. Et de parler avec d'autres autrices de leur rapport à l'écriture, de faire des longs coups de téléphone pour se débriefer sur ce qu'on est en train de faire, ou de faire des espèces de réunions ou mini-ateliers entre nous. C'est vraiment des moments qui donnent de la force et qui font qu'on se sent légitime. Puisque les autres sont là pour écouter et valident ce que tu es en train de faire. Donc ouais, c'est ces moments-là en fait de partage. Et ouais. Et pour finir, Juliette, est-ce que tu as un moment fort Moi j'ai tout de suite pensé à... Alors je sais plus, on perd la notion du temps avec tous ces confinements là, mais je pense que c'était il y a 3 ans peut-être, à l'initiative de mon copain Sophie Morello, on avait fait un char Gwyn Trans pour la Pride, parce que il y a un char lesbien, il n'y a pas de char trans sur une 50aine de chars. Et on avait fait un sexe géant et un peu non identifié entre vulve, diclite, micro-péné, avec plein de voilures et tout, qui faisait à peu près 3,50 m de haut. On avait fait des grandes seringues aussi. Et à un moment, il y avait un set qui était en train de monter, on était tout en haut du char, et on avait dérobé plein de poupons à la Manif pour tous. Et du coup, on scandait des trucs, des slogans sur la PMA pour tous, et Sophie qui crie « Qui veut des bébés ?»
Et là, on a fait l'injection de ce maxi sexe avec notre seringue et des extincteurs et tout ça, il y a des fumigènes de partout. Et on a commencé à balancer des poupons sur la foule et je me souviendrai vraiment toujours de couples, tu vois, de gens qui s'arrachaient les bébés. Et en regardant après une vidéo, il y avait un couple de PD mais qui était au bord des larmes avec un bébé. Et franchement, sincèrement, tu vois, ça me fout les poils rien qu'en reparlant, c'était trop beau. Yes, merci beaucoup pour ces belles paroles. Je vous propose qu'on clôture ce moment de cet événement sur ces notes de positivité. Je pense qu'on fera pas mieux. C'est donc le moment des remerciements. Merci beaucoup à tous et toutes, bien sûr, d'être là. Merci à vous qui êtes sur Twitch aussi. Merci à la Cité Fertile, à Gozulting pour la régie. Merci à Humanoid, évidemment, groupe formidable, et toutes ces équipes. Merci à nos intervenants et intervenantes qui sont là, mais aussi à celles qui étaient à la table ronde précédente. Et merci à nos DJ que vous pouvez d'ores et déjà, une fois qu'on aura applaudi bien sûr, retrouver en DJ set juste en face de vous quand vous sortez. Et merci à toutes les combattantes qui luttent pour créer de plus beaux lendemains. Je vous demande d'applaudir encore une fois Tani, Silly Boy Blue, Juliette Drouard et Wendy Delorme. C'était Mademoiselle, merci.